Moi, je voudrais dire quelques mots sur l'avenir, parce que nous sommes ici au début d'un processus. Nous partageons beaucoup d'éléments de diagnostic, nous partageons beaucoup d'éléments sur l'urgence de la situation. C'est la proposition des 9 premières mesures, mais il faut aussi être capable d'articuler dans la durée cette énergie citoyenne que nous sommes en train de déclencher. Après tout, tout le mouvement de cette contre-révolution anglo-saxonne qui a abouti à 35 ans d'ultracapitalisme, elle a été capable, elle, de penser la durée. Et l'un des enjeux, c'est de considérer que nous sommes dans l'obligation d'ouvrir une nouvelle période historique qui, elle aussi, doit se compter en plusieurs décennies. Ça n'est pas contradictoire avec l'urgence. Un livre qui a beaucoup inspiré Edgar Morin, qui était un livre de Jacques Robin et Laurence Baranski, s'appelait « L'urgence de la métamorphose ». Il faut à la fois déclencher l'urgence et il faut être capable en même temps d'inscrire dans des transformations structurelles et culturelles dans la durée la métamorphose elle-même. Donc ça, c'est une première articulation qui est l'articulation dans le temps. La deuxième, et ça fait notamment référence à plusieurs propos, et notamment à ce que disait Suzanne dans son intervention tout à l'heure, c'est que nous ne pouvons pas continuer à séparer la lutte sur le terrain écologique, la lutte sur le terrain social et la lutte sur le terrain économique et financier. Puisque on nous obsède en permanence dans le débat public avec la question de l'endettement, il faut le dire, comme d'ailleurs d'autres initiatives citoyennes, parce que l'intérêt du collectif Roosevelt, c'est non seulement les 50 000 citoyens en attendant les 250 000 auxquels Stéphane nous appelle, mais c'est aussi une plateforme collaborative où d'autres initiatives citoyennes sont présentes. Attaque, bien sûr, le pacte civique, le mouvement des colibris, l'initiative Libérons les élections qui a organisé une grande initiative à la Bastille le 31 mars, et par exemple le thème qui est porté par le pacte civique des 3 dettes. C'est-à-dire il y a d'abord une dette écologique, que par exemple l'empreinte écologique permet de mesurer et qui est pour l'essentiel une dette des pays du Nord à l'égard des pays du Sud. Et puis il y a une dette sociale qui fait référence à ce que Pierre évoquait dans son propos liminaire et qui fait que lorsque vous avez des sommes considérables au cours des 30 dernières années qui ont été transférées des revenus du travail vers les revenus du capital, ça s'appelle de la dette sociale. Et l'essentiel de ce qu'on appelle la dette financière est en réalité une dette sociale inversée. Par exemple, à l'époque où j'étais à la Cour des comptes, on avait calculé qu'il y avait eu 100 milliards d'exonérations fiscales de toute nature. Ben, les 100 milliards d'exonérations fiscales, pour les plus riches, c'était un double bénéfice. Ils payaient moins d'impôts, moins de cotisations sociales, et avec ce revenu supplémentaire, ils pouvaient se permettre de le prêter, y compris aux États, et de le prêter avec intérêt. Double bénéfice. Par contre, pour les populations les plus modestes, c'était une double peine. Ils recevaient moins en transferts sociaux, en apports de services publics, et ils sont priés maintenant de venir, soit comme contributeurs directs, soit par la fiscalité indirecte comme consommateurs, de venir payer les pots d'une crise dont ils ne sont en rien responsables. Et donc on ne peut penser la question de la dette financière que si on la pense dans son lien avec la dette sociale et avec la dette écologique. Parce que si on la découpe des 2 autres dettes, mécaniquement, le remboursement de la dette financière reviendrait à accroître encore des inégalités qui sont aujourd'hui totalement obscènes. Et puis le troisième et dernier élément d'articulation, il est effectivement au cœur du rapport entre changement institutionnel et changement issu des mouvements sociaux et des mouvements de citoyenneté. On l'a rappelé avec Roosevelt, on l'a rappelé avec le Front populaire, il n'y a pas de changement transformateur, durable, s'il n'y a pas cette énergie citoyenne. Et là, la société civile, elle n'est pas simplement en position d'interpellation, de critique, de demande, etc.
pas, elle est aussi en capacité de proposition. Prenez tous les grands sujets qui sont débattus. Quand on parle des problèmes du logement, eh bien c'est le DAL, c'est la Fondation Abbé Pierre, c'est Emmaüs qui ont été en pointe au cours de ces dernières années. Quand on parle régulation financière, on pense bien sûr à Attaque et au mouvement altermondialiste. Quand on pense chômage-emploi, on pense mouvement des précaires, solidarité nouvelle contre le chômage. Quand on pense stratégie de sortie du nucléaire, eh bien on pense le scénario négawatt qui fait aujourd'hui référence. C'est-à-dire, sur les terrains mêmes de la transformation, le rôle des acteurs citoyens, le rôle de la société civile est absolument déterminant. Et ça veut dire une chose essentielle, c'est que le pouvoir n'est pas à prendre, le pouvoir nous le créons, nous nous donnons mutuellement du pouvoir, ce qui est d'ailleurs le sens grammatical et étymologique du verbe pouvoir, qui est un verbe auxiliaire, qui s'écrit en minuscule, et qui n'a de sens qu'avec des compléments. C'est du pouvoir de création qui est démultiplié par la coopération. Alors si nous nous tournons vers cette perspective-là, nous voyons bien que nous sommes à la fois dans l'action immédiate des prochaines semaines et des prochains mois, mais nous sommes aussi dans l'inscription de la métamorphose dans la longue durée, et nous pouvons illustrer cette belle phrase de Gramsci qui disait « La crise se produit lorsque le vieux monde tarde à disparaître, le monde nouveau tarde à naître, et dans ce clair-obscur, ajoutait-il, des monstres peuvent apparaître. » Il est clair que des monstres sont déjà apparus, c'est moi, que les candidats monstres sont très nombreux au portillon, et de ce point de vue-là, les enjeux par rapport à l'extrême droite en Europe sont absolument déterminants, mais nous ne pouvons sortir des logiques d'impuissance et de peur que si nous ne sommes pas seulement du côté de l'obsession du vieux monde en train de disparaître, mais que nous regardons la germination créative de ce monde nouveau qui est en train d'apparaître. Et là, les mouvements civiques et sociaux mondiaux sont un formidable facteur d'espérance. Ce qui s'est réalisé à certains moments dans des pays, c'était le cas de la France, c'était le cas d'un certain nombre de pays européens, c'est au XXIe siècle le cas dans les pays arabes, dans des mouvements démocratiques en Asie comme en Birmanie aujourd'hui, ces mouvements-là, ils sont en train de chercher des passerelles communes qui vont des indignés au mouvement altermondialiste en passant par toutes les formes de transformation institutionnelle, qui consistent à construire un mouvement des droits civiques mondiaux pour la paix contre la guerre, pour la démocratie contre les logiques autoritaires, pour la soutenabilité écologique contre les formes de croissance insoutenable. Et c'est cet ensemble-là qui, je crois, peut faire émerger ce nouveau monde dont parlait Gramsci.